Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui est soumise à notre examen aujourd'hui s'est fixé des objectifs que beaucoup d'entre nous peuvent partager. Rassembler toutes les forces de sécurité intérieure, police nationale, gendarmerie, police municipale et agences de sécurité privée, pour donner à nos concitoyens ce que ses auteurs, nos rapporteurs, appellent justement un continuum de sécurité. Il s'agit, tout en conservant la spécificité de chacune de ces composantes, d'organiser de manière rationnelle leur complémentarité et leur synergie. Les forces nationales de police, d'abord, dans lesquelles j'inclus évidemment les militaires de la gendarmerie, doivent garder leur caractère structurant en matière de sécurité globale parce qu'elles sont doublement compétentes. Compétentes juridiquement pour agir sur l'ensemble du territoire national et mener des enquêtes d'initiative, compétentes aussi par leur formation et leur expérience. Les polices municipales doivent monter en puissance. Plusieurs maires l'ont récemment réclamé et nous les en félicitons. Elles ne doivent plus être cantonnées à régler la circulation à la sortie des écoles et les maires adjoints qui les dirigent ne doivent plus être seulement délégués à la tranquillité publique, comme si le mot « sécurité » était un gros mot. Il y a bien sûr, en contrepartie, un gros effort à faire en matière de formation et une grande vigilance à observer dans le recrutement des agents. En ce qui concerne enfin les agences privées de sécurité, là aussi, la vigilance doit être de mise et je dirais même renforcée. Il faut s'assurer que les missions de surveillance et de protection des personnes et des biens qui se rattachent à l'offre de sécurité globale soient effectuées dans des conditions garantissant la prise en compte de l'ordre public. À cet égard, la sous-traitance doit être strictement encadrée pour assurer un réel contrôle du donneur d'ordre sur l'identité de l'exécutant final. À cet égard aussi, nous pensons qu'en cas de condamnation figurant au bulletin numéro 2 du casier, le tribunal qui a jugé l'affaire est mieux placé pour apprécier la compatibilité de cette condamnation avec l'exercice d'une activité de sécurité privée qu'une commission de nature administrative. C'est une question de séparation des pouvoirs. Mais venons-en au point qui nous préoccupe le plus, l'article 22 de la proposition de loi. Alors que la technologie des caméras installées sur les drones permet une reconnaissance individualisée des participants à une manifestation, nous sommes inquiets qu'aucune disposition ne vienne interdire cette intrusion de l'État dans la vie privée des citoyens. Le droit de manifester pacifiquement, sans crainte d'être fiché par les autorités publiques, ne doit faire l'objet d'aucun compromis. Nous ne voulons pas ouvrir la porte demain, comme à Hong Kong, à la reconnaissance faciale des manifestants. Mon collègue Philippe Latombe s'exprimera plus longuement sur ces sujets lorsqu'il défendra les amendements de notre groupe en matière de vidéoprotection. Concernant l'article 24, il semble difficilement envisageable qu'en France, il soit interdit aux agences de presse et aux citoyens de diffuser l'image du visage d'un policier ou d'un gendarme agissant dans le cadre d'une opération de police. Cela serait contraire à la Déclaration des droits de l'homme, en particulier à ses articles 11, qui fait de la libre communication des pensées et des opinions un des droits les plus précieux, et 12, qui rappelle que la force publique est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Je sais bien que l'incrimination prévue à cet article 24 de la proposition de loi est conditionnée par l'intention des auteurs de porter une atteinte à l'intégrité physique ou psychique des policiers. Mais la tradition de notre droit pénal, justement, qui s'inspire des Lumières, est qu'un comportement légal ne se transforme pas en un crime du seul fait de l'intention de celui qui s'y livre. La prohibition des délits d'intention est un des fondements de notre droit pénal. Enfin, mes chers collègues, et heureusement, nos forces de l'ordre, en cas d'agression ou de harcèlement, sont aujourd'hui déjà protégées par les dispositions en vigueur du Code pénal et par la loi de 1881 sur la presse. Je voudrais terminer mon propos en indiquant notre opposition, enfin celle d'une large partie de notre groupe, à la possibilité ouverte à un policier hors service d'imposer sa présence armée dans un établissement recevant du public si le gestionnaire des lieux s'y oppose. N'importons pas en France cette banalisation des armes qui fait tant de ravages outre-Atlantique. À ce stade, mon groupe souhaite connaître l'issue du vote sur les amendements qu'il a déposés avant de se déterminer sur l'ensemble du texte. Dans ces conditions, il réserve sa position qu'il fera connaître à l'issue des débats. Je vous remercie.